je voudrais encore faire une petite vidéo de lecture. Et on reste dans l'Amérique du Sud, notamment, avec ce magnifique livre que j'ai trouvé dans un vide-grenier il y a quelques temps, que j'ai eu pour 1,50 €, quelque chose comme ça, qui s'appelle Contes des Amériques, et qui est un recueil de contes traditionnels des Amériques, donc beaucoup d'Amérique du Sud, mais aussi d'Amérique du Nord et même des Antilles. Il y a pas mal d'histoires. Elles sont assez sombres, il y a un côté un petit peu morbide dans beaucoup d'entre elles. Il y a une certaine forme de violence. Ça parle de guerre, d'animaux cruels ou d'hommes cruels, mais de magie noire, ce genre de choses. Mais c'est très très beau quand même. Là, on a la table des matières à la fin du livre, avec la liste des histoires. Et il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 17. Je vais vous les dire, les lire. Leur titre et puis leur provenance. Et je vais choisir moi-même peut-être 2 ou 3 histoires pour cette vidéo-là. Et vous me direz peut-être s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres à l'avenir. Nous avons La Tortue et le Puma de Cuba, Le Maître de l'Hiver du Canada-Québec, El Dorado, l'Homme doré du Venezuela, Le Feu du Jaguar de Bolivie, Coraline, la Mère du Diable des Antilles, L'Indien Ricara et les Oiseaux de Feu des Indiens Ricara des États-Unis, O'Hook du Canada, Colombie-Britannique, Les Deux Nanook d'Alaska, Qui est le voleur d'Haïti, Les Flèches du Serpent du Brésil, La Fille Bison des Indian Crows des États-Unis, La Jeune Fille nommée Arc-en-Ciel du Pérou, Le Raton Laveur et le Loup Menteur des Indiens Wichitas des États-Unis, Les Épreuves du Roi des Urubus en Colombie, Le Maître Amandier du Guatemala, Le Pays des Ancêtres du Mexique et Le Dernier Lynx géant du Grand Nord canadien. Alors, ce n'est pas facile. Il y en a qui sont très courtes, et il y en a qui sont plutôt longues par rapport. Mes préférées, je vais les lire. Il s'agit du Maître de l'Hiver, c'est la plus courte. Elle est très jolie. Le Feu du Jaguar, qui est assez drôle. J'aime bien également Le Voleur, qui est le voleur d'Haïti. Le Pays des Ancêtres du Mexique. Et il y a Les Flèches du Serpent du Brésil, qui est pas mal. Et puis La Jeune Fille nommée Arc-en-Ciel du Pérou. Elles sont toutes bien, en fait. C'est compliqué de choisir. Peut-être que je vais commencer par Le Maître de l'Hiver, oui, page 16. Le Feu du Jaguar, 28. Et on verra. Très bel ouvrage. Le Maître de l'Hiver. Le Maître de l'Hiver. Du Canada, au Québec. Dans le Grand Nord vivait une tribu indienne. C'est aussi dans cette région qu'habitait le Maître de l'Hiver. On le nommait Pipoun. Pipoun ne supportait pas le bruit. Il avait horreur du bruit. Il répétait dans sa tête, car il ne parlait jamais, « Je veux du silence, du silence !» Pour obtenir le silence, il lui suffisait de souffler, souffler, souffler. Ce souffle ressemblait à un nuage bleu pâle, un courant d'air glacial qui gelait tous les bruits, les mots, les rires, les chants d'oiseaux et le moindre craquement de branches mortes. Et tous ces bruits gelés, Pipoun les attrapait et les enfermait dans un grand sac de cuir. Quand la vieille squaw chantonnait en cuisinant, le Maître de l'Hiver soufflait et un nuage glacé capturait la chanson qui s'étreignait tristement au fond du sac, qui s'éteignait. Quand les enfants du village glissaient sur le lac gelé en riant et en poussant de petits cris, Pipoun les observait mécontent, puis il soufflait, soufflait, soufflait. Un nuage bleu pâle tourbillonnait, emportant les rires et les cris de joie.
Et si un oiseau sifflait à la cime d'un arbre, Pipoune serrait les poings et il ouvrait la bouche. Un nuage glacé s'envolait aussitôt. Elle s'emparait du chant de l'oiseau et enfermait les notes sautillantes au fond du sac. Comme ses mocassins s'enfonçaient dans la neige en crissant, le maître de l'hiver se retournait furieux et il soufflait pour emprisonner le bruit de ses propres pas. Enfin, content, il se frottait les mains et pensait sans même bouger les lèvres. Ah, le silence. J'aime le silence. Et le silence durerait tout l'hiver. Et dans cette région du Grand Nord, l'hiver dure longtemps, très longtemps. Au printemps, le maître de l'hiver partait vers le nord, là où s'enfuit le froid. Mais son sac était si lourd qu'il renonçait à le porter. Il l'ouvrait et libérait tous les bruits. Alors le soleil les dégelait et tous s'envolaient. La chanson de l'Agnès-Squaw, les rires des enfants, le chant de l'oiseau, tous les bruits. Et surtout, tous les mots, tous les secrets que les Indiens avaient murmurés pendant l'hiver. Et voilà déjà pour la première. Le Petit Jaguar, Bolivie. En fait, je suis passionnée depuis toujours par l'Amérique du Sud, principalement l'Amérique du Sud, par l'art précolombien, les arts précolombiens notamment, et j'ai découvert récemment des contes et des histoires de ces pays-là, et je ne pouvais pas être plus ravie que ça. Donc voici le Petit Jaguar de Bolivie. Dans la Pampa, cette vaste prairie d'Amérique du Sud, vivait un petit cobaye, un petit rongeur. Il venait de pêcher un gros poisson. Oh, pas question de le manger cru, ronchonnait-il. Je vais aller le faire cuire chez mon ami le jaguar. En effet, le jaguar était le seul à posséder le feu. Il ne voulait pas le partager avec d'autres. Bonjour, mon ami, dit le cobaye. J'apporte le dîner. Le jaguar ajouta un peu de bois sec et souffla sur les braises. Les flammes dansèrent dans le foyer. Quelle délicieuse odeur de poisson grillé. Les deux amis se régalèrent, buvant beaucoup de maté. Le petit cow-boy n'avait pas l'habitude de boire cette infusion très forte. Il titubait et tenait à peine sur ses pattes. Ouf, je vais rentrer chez moi, décida-t-il. Le feu était presque éteint, mais il restait encore des braises bien rouges, et en passant juste à côté du foyer, le cobaye perdit l'équilibre et tomba dedans. Ah, ses poils s'enflammèrent. Ah, au secours à moi. Et en hurlant, le cobaye s'enfuit dans la pampa, enflammant les herbes sèches sur son passage, et vite, il plongea la tête dans la première rivière. Mais dans la pampa, l'incendie ne s'arrêta pas. Il dura plusieurs jours. Ainsi, les Indiens Matacos qui vivent dans cette région prirent possession du feu, malgré les cris du jaguar. « Mais c'est à moi, n'y touchez pas !» Et le petit cobaye, il préféra s'éloigner, avec quelques poils roussis sur sa fourrure, comme en ont maintenant tous les cobayes du pays. J'adore cette histoire. Il est adorable. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Pourquoi j'ai mangé mon père, qui raconte entre autres comment les hommes ont pris possession du feu, les hommes à la préhistoire. C'est une autre version, je crois. J'adore cette histoire. Je pense que la prochaine que je vais lire, c'est celle d'Haïti qui s'appelle Qui est le voleur, qui est un peu plus sombre que les deux premières. Je ne connaissais pas du tout celle-ci. Où est-ce qu'on met là ? Je pense que là c'est... Qui est le voleur ? Les illustrations sont toujours très différentes. Qui est le voleur ? Dans le village, on récoltait des bananes, on plantait du maïs, on surveillait les animaux. Tout se passait bien jusqu'au jour où certains prétendirent qu'ils entendaient des bruits étranges, des bruits de balais. Cela se produisait toujours la nuit quand les villageois dormaient, et au matin, on se rendait compte que des animaux, des fruits ou des légumes avaient disparu. Une fois une poule, une autre fois un cabri, parfois même une bouteille de lait. Mélanie commençait à avoir des soupçons, et elle demanda aux villageois. « Vous connaissez bien la vieille femme qui habite depuis de peu de temps dans la maison abandonnée ? »
Oh non, répondit son voisin, cette femme-là n'achète jamais rien. Comment se nourrit-elle d'ailleurs? Elle n'a ni bête ni potager, murmura Mélanie inquiète. Les villageois se dévisagèrent en tremblant. Et si c'était un loup-garou? Car au pays, on craignait les loups-garous plus que tout. Un loup-garou, bafouilla un villageois, il faudrait vérifier. Mais qui serait assez courageux pour s'approcher de la maison abandonnée? Pas moi, ni moi, dit Mélanie. Surtout pas à la tombée de la nuit, quand les loups-garous sortent de leur repère. Enfin, Clément se proposa. Je vais aller espionner cette vieille femme bizarre. Si l'on ne fait rien, nos bêtes vont disparaître. Quelqu'un volera toute notre nourriture et nous mourrons de faim. Quand il fit nuit noire, le jeune homme courageux s'approcha de la maison abandonnée sur la pointe des pieds. À l'intérieur, la vieille femme chantait. Jella, Jella, ma peau, décolle-toi de mon dos. Jella, Jella, ma peau, décolle-toi de mes jambes. Clément jeta un coup d'œil par la fenêtre. Oh, la vieille femme était en train d'ôter toute la peau de son corps, comme s'il s'agissait d'un vêtement. Jella, Jella, ma peau, décolle-toi de mes bras. Et la peau de la vieille femme tomba sur le sol et un loup-garou se dressa dans la pièce. Il saisit un balai, l'enfourcha et s'envola par la fenêtre. Clément eut juste le temps de se baisser pour ne pas être repéré. Aïe, 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 soupira-t-il, c'est certainement ce loup-garou qui commet tous les vols dans le village. Comment nous en débarrasser? Clément avait beau se creuser la tête, pas moyen de trouver une idée. Et puis un bruit de balai se fit entendre. Le loup-garou était de retour, portant un cabri sous son bras. Il ramassa la peau de la vieille femme et l'enfila en chantant. Jella, Jella, ma peau, colle-toi vite à mon dos. Jella, Jella, ma peau, colle-toi vite à mes jambes. Sans attendre, Clément fit demi-tour et rentra chez lui. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Au lever du soleil, il cueillit des piments très forts, les écrasa et les mélangea avec du vinaigre, puis il plaça le tout dans un bocal. La nuit tombée, il retourna à la maison abandonnée. Comme la vieille femme chanta en enlevant sa peau. Jella, Jella, ma peau, décolle-toi de mon dos. Jella, Jella, ma peau, décolle-toi de mes jambes. Quand le loup-garou partit sur son balai, Clément enjamba la fenêtre, il frotta à l'intérieur de la peau de la vieille avec le mélange de piment, vinaigre, en répétant « Oh, j'espère que mon plan va marcher, j'espère que mon plan va marcher ». Et un bruit de balai se fit entendre. Le loup-garou était de retour, des légumes sous les bras. Clément sauta à l'extérieur de la maison. Le loup-garou ramassa la peau de la vieille et commença à chanter. Jella, Jella, ma peau, colle-toi vite à mon dos. Mais sa chanson se transforma en rugissement. Jella, Jella, ma peau, pourquoi me piques-tu? Et en un long gémissement. Pourquoi me piques-tu? Et au lever du soleil, la chanson s'arrêta. Clément regarda dans la maison. Le loup-garou était mort, couché par terre à côté de la peau de la vieille femme. Il n'avait pas pu la remettre et les rayons du soleil l'avaient tuée. Quelle fête au village! Plus de loup-garou, plus de voleurs, et vive Clément, un vrai héros. Elle vous a plu? Les flèches du serpent du Brésil, elles sont bien aussi, oui. La fille bison. Là, je vais terminer par peut-être la jeune fille nommée Arc-en-Ciel. Oh, pardon pour ce bruit. La jeune fille nommée Arc-en-Ciel du Pérou. Oui. Je ne vais pas tout vous dévoiler d'un coup quand même. On va faire celle-ci. La jeune fille arc-en-ciel du Pérou. J'adore. Bien avant la naissance de l'Inca Pachacutec, la terre d'Ueva était couverte de forêts. Personne ne pénétrait dans cette région où vivaient les Huicas, des géants qui se nourrissaient d'argile et d'eau salée. Ils habitaient sur les rives d'une lagune aux eaux noires. Ils étaient forts et intelligents et ils croyaient n'avoir peur de rien. Un jour, une belle jeune fille nommée Arc-en-Ciel se précipita vers Turuncana, le chef des Huicas. « Protège-moi, je t'en prie, Manchuru, un horrible singe énorme et noir va me capturer. » Le géant lui tendit la main. La jeune fille sauta dedans, se recroquevilla et se transforma en un minuscule pelote de laine aux couleurs de l'arc-en-ciel. Surpris, Turuncana leva les yeux et il découvrit, au sommet d'un arbre,
le singe monstrueux dont les yeux rouges lançaient des éclairs. On ne voit pas grand-chose. Ce sont des géants, de la taille du singe par rapport. Il s'éloigna à grands pas. L'après-midi même, il rassembla les géants de sa tribu et leur raconta ce qui venait de se passer. Ce singe est un véritable monstre, expliqua-t-il. Il est terriblement dangereux. Il crache de la salive vénéneuse qui dissout tout ce qu'elle touche. Et quand il se déplace, on dirait le tonnerre qui gronde. Non seulement il peut vous tuer facilement, mais n'oubliez pas que si je meurs, moi, le chef de la tribu, vous disparaîtrez tous. La nuit tombait. Pour la première fois de leur vie, les Wiccas se mirent à trembler. Avec leur chef, ils se dépêchèrent de regagner les grottes au bord de la lagune. Turunkana cachait toujours Arc-en-Ciel dans sa main car il avait promis de le protéger. Certains Wiccas ne le quittaient pas. Pourtant, il n'osait plus dormir. S'il fermait les yeux, le singe monstrueux risquait de le tuer, malgré ce qu'il protégeait. Et c'était là ce qui arriva. 1 mois s'était écoulé. Turunkana était si fatigué qu'il s'est dormi 5 secondes à peine. Aussitôt, Manchuru bondit du haut de l'arbre où il était caché, riant et hurlant comme le tonnerre. Il atterrit sur le chef des géants et lui brisa la nuque. Turunkana s'écroula. Au même instant, la lagune se vida et ne resta que des ruisseaux et des rivières. Et tous les Wiccas furent aussitôt métamorphosés en collines, là où ils se trouvaient. Manchuru chercha Arc-en-Ciel partout, mais il ne la trouva pas. Fou de rage, il rugit, arrachant les plantes de son brassage, et ses yeux lancèrent des éclairs rouges encore plus brillants qu'auparavant. « Où es-tu, misérable jeune fille? Tu ne te trouves près d'ici, n'est-ce pas? Car tu étais dans la main de Turunkana quand je t'ai tuée. » Manchuru ne pouvait savoir en quoi la jeune fille s'était transformée. Comment deviner qu'Arc-en-Ciel était cette minuscule pelote de laine qui roulait, et bondissait de plus en plus loin, de ruisseaux en rivière et de source en lagune. Arc-en-Ciel ne reprit jamais son corps de jeune fille. Elle avait trop peur du singe monstrueux. Elle vit toujours dans cette région. Parfois, quand les rayons du soleil se mêlent aux gouttes de pluie, elle déroule ses longs fils en sautant d'une rivière à l'autre et en un pont aux 7 couleurs illumine le ciel. On ne voit vraiment pas grand-chose avec ces lumières-là. On voit des collines et des rubans d'arc-en-ciel. Et je ne sais pas si ça fait référence à ça, mais comme l'histoire des premiers serpents à sonnette, comme l'histoire de la première possession du feu par les hommes. Ça me fait penser à la naissance des montagnes arc-en-ciel du Pérou qui sont très connues. Je ne sais pas si ça vous parle. J'espère qu'un jour j'irai visiter ce paysage absolument incroyable. Voilà, c'était les premières lectures de contes américains. J'en ai d'autres dans ce livre-là, et j'ai un autre recueil d'histoires d'Amérique du Sud. J'ai aussi de contes traditionnels, et puis j'ai aussi beaucoup de livres, je les regarde là, beaucoup de livres qui parlent d'Amérique du Sud, des peuples précolombiens. Pour adultes, peut-être plus complexe, mais si vous avez envie de vous endormir, comme ça, en apprenant quelques petites choses sur ces peuples-là, ce sera avec un grand plaisir. Par ailleurs, j'ai beaucoup de livres différents, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, des livres très poétiques, des romans, de la science-fiction, pas mal, l'anticipation, plutôt beaucoup de Barjavel. Et pour les enfants, beaucoup de choses très différentes, que je sélectionne toujours avec soin. Alors n'hésitez pas si vous avez des suggestions particulières, de thèmes, bien je serais ravie de découvrir moi-même de nouveaux ouvrages ou de pouvoir partager ce que j'ai déjà et qui semble convenir. Voilà, j'ai aussi Le Petit Prince, mais on en voit un petit peu partout. Après, je ne peux pas vous faire la liste de tout ce que j'ai, n'est-ce pas? Je vous laisse vous reposer maintenant. Et bien aussi, une dernière petite chose, je fais ces vidéos de façon très simple et naturelle, mais si vous souhaitez que j'ajoute de la musique en fond, de la musique douce, je peux faire ça aussi. Des bruitages, des sons de pluie, de tambour, notamment pour ce genre de lecture. Ça irait dans le thème. Voilà. Et la montre
suggestions, le moins de commentaires et la moins de critiques aussi.